Chers téléspectateurs, vous suivez Ouafrica TV et vous avez raison. Dans cette émission, interrogeons-nous ce matin encore, nous allons parler de la fameuse question de la philosophie africaine. Et nous, comme vous, sommes nombreux à nous interroger sur cette épithète posée à côté du concept de philosophie. Et nous avons choisi pour nous cette interrogation le professeur Mouchili, avec qui nous allons nous étendre sur le concept pour voir s'il a un sens, si le sens qu'on lui donne est survalorisé, ou alors quel sens qu'on peut lui donner pour qu'il serve à la transformation de la société qui est la nôtre. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, je vous remercie pour cette nouvelle invitation. Merci infiniment d'être là avec nous. Nous allons parler de la question de la philosophie africaine, mais avant, commençons pour que nos téléspectateurs se rendent compte de ce que c'est que la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? De son étymologie, amour de la sagesse, on comprend qu'il s'agit d'une discipline totalement impersonnelle. Ce qui fait que c'est-à-dire des épithètes qui viennent s'ajouter à philosophie pour lui donner une coloration. Une coloration risque de lui faire perdre son sens. Oui, ne sont pas étymologiquement fondées. Mais ce que je dois dire, c'est comment se met en action, en pratique, cet amour de la sagesse. C'est cette volonté de créer une capacité pour l'homme de ne comprendre les choses qu'à partir d'un mécanisme d'intelligibilisation de celles-ci. Et la philosophie obéit d'abord à un art de réfléchir, c'est-à-dire une méthodologie. Et dans la méthode philosophique, nous allons voir généralement une réflexion critique. Critique, pourquoi? Parce que il y aura toujours des discussions autour des hypothèses posées comme principe de réflexion. C'est pour cette raison que vous allez constater dans l'histoire de la philosophie, je crois que c'est Emmanuel Kant, qui dit aucune philosophie n'a pu mettre fin à la philosophie. Pourtant, c'est le vœu du secret de toute philosophie. De toute philosophie. À partir de là, on doit réaliser que l'objectif de la philosophie, c'est l'homme. L'homme est le sujet et l'objet de la philosophie. Et qu'est-ce que l'homme? C'est cet être qui se pense à travers des projets qu'il réalise. Que devient la philosophie dans cette circonstance? C'est la réflexion permanente sur la condition humaine. Est-ce qu'à ce moment, je reviens toujours sur l'environnement et sur les autres choses qui existent en dehors de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas eu un anthropocentrisme trop poussé qui a créé à peu près ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, l'anthropocentrisme qui a marqué la philosophie depuis l'Antiquité grecque est dû au fait que l'accélération de la pensée philosophique est allée plus rapidement que celle des sciences. Oui. La connaissance de l'homme en dehors, c'est-à-dire au-delà de la profonde intimité de celui-ci, c'est-à-dire de cet homme, a permis de développer une idée fausse de l'homme. Le dualisme qui a caractérisé toute la philosophie lorsqu'on la voit se pratiquer en Occident et qui se cristallise autour des auteurs
pendant l'Antiquité comme Platon et au début de la modernité avec un auteur comme Descartes, cet anthropocentrisme va naître de la volonté de faire d'un substrat possible de l'homme qui serait l'âme, le principe même fondateur de l'humanité de l'homme. On a délaissé la partie morphologique, biologique, corporelle, parce qu'il s'agit là de la simple masse qui subit la génération et la corruption. Or, ces auteurs ont pensé l'existence pérenne d'une âme, et cette âme qui vivrait dans une prison qu'est le corps, selon Platon, ne peut se retrouver totalement libre que lorsqu'elle s'est enfin débarrassée du corps. Prof, et maintenant... Oui, j'allais ajouter juste le solipsisme cartésien qui va montrer que le corps peut nous entraîner vers la précipitation, peut nous amener à croire aux apparences. Ce corps peut être oublié, abandonné, pour qu'on ne voit que cette âme, cette raison, esprit qui pense, et qui n'a pour seule raison d'exister que de penser. Ok. Pour en revenir à notre sujet, qu'est-ce qui s'est passé pour que, malgré cette définition aussi claire telle que vous l'avez donnée, réflexion critique, art de réfléchir, qu'on parle de philosophie africaine? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? L'histoire de l'Afrique peut se vivre comme un processus permanent de lessivage des cerveaux des Africains par des peuples impérialistes. De l'esclavage à la colonisation, et même si on va associer à cela les conquérants religieux qui ont aidé à la conversion des Africains à ces religions révélées et monothéistes, toutes ces données ont amené les Africains, comme dirait Birago Diop, à oublier le fait qu'ils étaient des savants mais illettrés. Ils n'avaient peut-être pas systématisé leur façon de penser et d'organiser le monde, puisque généralement on ne pense pas ensemble, la masse ne pense pas. Mais la masse est dans un mouvement émotionnel animé généralement par l'opinion, qui n'est pas systématisée, qui n'est pas toujours une information vérifiée. On a cru, lorsque on est en phase de colonisation, à partir des écrits du père Telmpels, dans les années 1950. Oui. Son ouvrage est publié plus précisément en 1945, La philosophie bantou. Et dans cette philosophie, il relève les éléments culturels africains qu'il expose en faisant croire qu'il s'agit de la philosophie africaine. Était-il un espion? Était-ce une autre façon de montrer aux Occidentaux que l'Africain est encore colonisable pour longtemps? Il le fait, et il y aura eu d'autres penseurs, à l'instar de Hegel, bien avant lui, qui ont pensé que la raison ne peut caractériser que l'esprit d'un occidental. Et que si dans l'histoire du monde il y a eu esclavage, ce n'est pas parce que les peuples qui ont esclavagisé sont méchants, mais c'est surtout parce que il y a des peuples qui ont accepté, souhaité être esclaves. C'est ce qu'on a appelé, c'est les thèses eurocentristes. Qui pensent que l'Europe est le centre du monde, tout part de l'Europe et c'est fini par l'Europe. Voilà. Et à ce moment, est-ce qu'on ne peut pas penser que c'était des théories, des postulats de l'esclavage et de la colonisation, par exemple? Il s'agissait bien de cela. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il y a eu des Africains qui eux-mêmes ont voulu répondre à cette question maladroite
en pensant par eux-mêmes une autre philosophie africaine. Alexis Kagame du Rwanda, Oui. qui parle de la philosophie bantou comparée. Voyez-vous? Pour exhiber les éléments de nos traditions, Oui, les éléments culturels. oui, comme des éléments philosophiques propres à l'Afrique. Comme si en Afrique, on pensait en masse. Oui. Ou alors comme si la philosophie était dans une matière, dans Oui. une matérialité. Dans aucun élément culturel, on peut trouver l'ensemble des solutions aux différents problèmes auxquels on peut faire face. Oui. Et par conséquent, la dynamique de la pensée ne peut pas être une entreprise collective. Même si de façon collective, on peut adhérer à une pensée parce qu'elle est convaincante. Oui. Mais il faut comprendre que la dynamique de cette pensée n'appartient généralement qu'à ceux qui réussissent à ramer à contre-courant des données existantes. Il faut peut-être rappeler aussi aux téléspectateurs que même quand on parle de pensée, il ne s'agit pas de pensée située. Il s'agit, si on parle de pensée philosophique, il s'agit toujours d'une pensée remise en question et toujours remise en question. Absolument. La philosophie ne sera jamais une donnée ethnologique. La philosophie ne sera jamais la volonté de s'arrêter à un patrimoine culturel. La philosophie sera toujours volonté d'introduire une dynamique dialectique dans l'histoire des hommes. Et cela procède de la méthode par laquelle la philosophie s'exprime. Oui. Pour montrer que l'homme en lui-même est une dynamique historique qui refuse le déjà là au profit d'un autre horizon qu'il juge meilleur, puisqu'il s'agit de penser la condition humaine. Bon, s'il faut penser la culture africaine comme la philosophie africaine, mais pourrons-nous un jour penser la possibilité de faire face au changement climatique que nous vivons tous aujourd'hui, Oui. et dont l'Afrique souffre le plus? Oui. Bon, moi, je pense pour ma part que il y a de la philosophie. Et l'Africain peut faire la philosophie. Même quand on en vient à dire, est-ce qu'il ne faut pas considérer la philosophie africaine comme les philosophies écrites par l'ensemble des Africains qui sont des philosophes? Jusque-là, je suis perturbé. L'Africain, au même titre que les hommes des autres races, peut faire de la philosophie. C'est vrai que notre situation sociale, notre environnement nous marque dans l'exposé de notre pensée. Professeur Mouchili, est-ce que la proximité avec d'autres contextes n'a pas exacerbé le complexe que nous avons et finalement crée un esprit sous-estimé qui ne se pense plus, qui ne se remet plus en question, ou bien qui se remet en question seulement comparativement? Est-ce que c'est pas ça le problème de la philosophie, disons cette fois-ci en Afrique? Ce que vous dites, on peut résumer ça. Il y a un anthropologue camerounais, Bondje Djengele, qui appelle cela l'endocolonisation. C'est-à-dire la colonisation des mécanismes réflexifs. Oui. Au point où même les hormones cérébrales, les glandes hormonales ne fonctionnent que sur le prisme de ce complexe. Oui. Nous n'arrivons plus à nous considérer nous-mêmes comme des hommes d'égale valeur Aux autres hommes. aux autres hommes, avec des autres hommes. Ceci parce que, mais à un moment donné, il était enseigné dans les écoles que le blé ne peut pas pousser en Afrique. Oui. Mais pourtant, nous avons des saisons les plus favorables à la production du blé. Surtout qu'elles sont multiples. Donc, il n'y a pas que le blé, il y aurait d'autres formes de production Non, j'ai juste voulu prendre un exemple. qu'on pourrait faire en Afrique. Or, on pourrait produire le blé 4 fois par an dans nos climats. Oui. Cependant, ayant été corrompus par la mentalité colonialiste, nous avons cru que c'était vrai. On nous a orientés vers le cacao, vers le café, qui sont des produits à très longue durée. Oui. Et des matières premières. Oui, des matières premières. Oui, il faut. Or, dans la dynamique de la production du blé, vous êtes sûr que tout le temps vous serez sollicité. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons entretenu le fait que nous étions des êtres humains de travail manuel. Oui.
et du coup, incapables d'utiliser nos esprits pour pouvoir transformer le réel. Je voudrais prendre un exemple très précis. Lorsque les Occidentaux nous ont proposé des livres à apprendre, Mamadou et Bineta, ils sont devenus grands, étaient au Koumouinde. Oui. C'est à vous de me dire si au Koumouinde on est grand. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Ça, c'est le Koumouinde. Oui, oui. Ça veut dire que l'Africain qui lit ce livre, quand il est au Koumouinde, il doit s'estimer déjà majeur. Déjà majeur. Est-ce qu'on ne nous a pas limités à l'éducation de base? Prof, on se rend compte aujourd'hui que cette question de la philosophie africaine est encore entretenue. Elle est d'ailleurs enseignée à nos enfants en classe de terminale. Comment peut-on comprendre cela? Disons qu'on ne devrait pas ne pas enseigner ce moment de l'histoire de la philosophie qui consiste à montrer que dans la dynamique de la pensée, il y a des moments d'enfance, c'est-à-dire des minorités. Qu'on peut retrouver chez tous les peuples du monde. Qu'on peut retrouver chez tous les peuples. Mais dire que nous nous limitons à cela, c'est à ce moment que ça devient dangereux. Oui. Oui, oui. Bon. Mais il n'est pas mauvais de savoir que Temple ça a existé, Oui. de savoir que Kagame a existé. Oui. Ce sont des activités scolaires qui cultivent l'apprenant. Oui. Oui, oui. Mais ça ne doit pas être le modèle de recherche à enseigner à une jeunesse qui a pour aspiration développer son pays. Maintenant, que penser de la thèse de Untondi, par exemple, qui parle de l'écriture? Oui, Untondi est un avant-gardiste qui, ma foi, n'est pas resté enfermé dans la logique de la réponse par l'ethnophilosophie à ceux-là comme Hegel qui ont pensé que l'Afrique est le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire constante, est resté enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Voyez-vous? Mais, que dit Untondi? Pour même montrer à ces Occidentaux qu'il n'est même pas avec eux. Ce n'est pas de la philosophie, mais de la science que l'Afrique a besoin. Ça, c'est une position, une formule de Untondi. Oui. Ce n'est pas de la philosophie, mais de la science que l'Afrique a besoin. Quand il le dit, c'est une manière, c'est une ruse. Parce qu'il sait bien que, à partir du moment où tu développes la science, par conséquent, tu vas comprendre la philosophie. Du moins, si tu sais à quoi renvoie la science. Voilà. Parce que tu ne vas pas faire une science pour la faire. Tu vas faire une science pour répondre aux besoins des peuples. Mais pour comprendre un peuple, il y a beaucoup d'autres mécanismes de recherche qui interviennent. Ça signifie que Untondi, comme Marcel Towa, comme Ebenezer Djomwole, ce sont ces auteurs, ces penseurs de l'Afrique, je ne veux pas dire philosophes africains, non, ces penseurs originaires d'Afrique, Oui. qui ont créé cette volonté de comprendre que aucun peuple n'a le monopole de la pratique de la rationalité. Et du coup, c'est quand même un peu surprenant le discours de Dakar, pour en parler, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Le discours de Dakar, je crois, c'est à peu près 2007, si mes souvenirs sont exacts. De Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, Oui. où il reprend pratiquement les thèses de Hegel Oui. et les thèses de cet eurocentrisme. Qu'ils le disent, qu'ils le disent très proche de nous, on peut s'interroger quand même. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est quoi le problème? Ce qui ne va pas chez nous, c'est que nous disons que nous sommes capables de philosopher. Nous faisons même de la philosophie. Nous avons des ingénieurs que nous formons. Mais en quoi cela constitue une masse critique? Voyez-vous? Oui. Bon, maintenant, dans le discours de Nicolas Sarkozy, entre ce discours et la réalité vécue au quotidien, moi, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Très bien. Nous sommes en retard. C'est d'ailleurs pourquoi je pose la question. Et nous ne devons pas toujours accuser le néocolonialisme. Parce que même les esclaves en leur temps ont réussi à se révolter. Et je reviens sur le discours de Thomas Sankara. L'esclave qui refuse d'assumer sa révolution ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voyez-vous, ça signifie à ce niveau que nous n'avons pas
développer la hargne de l'homme qui veut se construire par soi-même. On est resté très certainement dans un attentisme. Vous voyez, on souffre du palu. Mais nous sommes en général tournés vers les autres en attendant qu'ils produisent le médicament et les vaccins. Parce que nous sommes un peuple généralement indolent. J'entends par indolence cette attitude religieuse qui consiste à attendre la manne du ciel. Chers téléspectateurs, sans que ça ne nous blesse, il faudrait que nous fassions notre examen de conscience pour nous rendre compte qu'il y a quand même de la vérité dans ce que vous dites, professeur Mouchili. De toutes les façons, nous ne sommes pas développés. Si des pays qui étaient au même niveau de développement en 1960, au même niveau de sous-développement en 1960 que la Corée du Sud, se voient aujourd'hui aidés par la Corée du Sud, alors qu'on a bénéficié des mêmes conditions. Mais comment voulez-vous qu'on croie que tous les pays africains veulent le développement? Quelquefois, on a l'impression qu'il y a des pays qui ont tourné le dos au développement et souhaitent rester dans le sous-développement. Professeur Mouchili, quand je regarde nos systèmes scolaires, j'ai l'impression que ce que nous étudions à l'école n'est pas ce que nous devons apprendre pour transformer notre milieu. Est-ce que le problème n'y est pas? Non, moi je ne pense pas. Parce que tous ceux qui sont sortis de notre système pour aller ailleurs se sont bien exprimés. Oui. Et ont toujours été facilement intégrés à partir de leur bravoure, de leur capacité. Est-ce que c'est pas... On peut peut-être relever des éléments manquants dans notre système éducatif, mais ce n'est pas un mauvais système. Le problème, c'est quelle est l'importance accordée même à ce système déjà existant. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de l'existant? Est-ce qu'on promeut l'existant? Nous avons des savants qui sont partis du Cameroun pour être plus grands savants encore. Est-ce que nous devons encore nous mettre à épiloguer sur qui a fait la carte SIM? Ce Camerounais, où a-t-il été formé? Au Cameroun? Oui. Du moins en partie. Oui. Mais si l'éducation au Cameroun était aussi désorientée ou alors mal pensée, je ne pense pas que celui-là aurait été dans le sillage. Non, il n'aurait pas développé ses compétences. Nous avons des compétences, mais quelle est l'utilisation faite de ces compétences? Est-ce que même... Moi, je pencherais plus pour la non-utilisation de ces compétences et l'incapacité pour nos pays de produire ces hommes de qualité de façon à ce qu'ils constituent une masse critique. Un pays comme la Tunisie, selon le rapport de 2018, produit 10 000 ingénieurs par an. Pour 10 millions d'habitants, 10 000 ingénieurs. Ce qui dépasse la France, qui produit 30 000 ingénieurs l'année, alors qu'ils sont 54 millions. 65 millions d'habitants. Voilà. Voyez-vous? Oui. Et vous, regardez la Tunisie. La Tunisie se développe malgré les couacs avec le printemps arabe. La Tunisie nous aide davantage qu'on ne peut l'aider. Puisqu'il nous donne des bourses. Oui. Okay. Donc, il y a aussi... Nous produisons de la qualité, mais en quelle quantité? Il y a aussi le problème de quantité. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de l'usage même de ces ressources humaines. Qu'est-ce qu'on en fait? Si un ingénieur en électronique a pour poste de travail un bureau au ministère, ne vous attendez pas à ce que l'électronique se développe quand même dans votre pays. Voyez-vous? Donc du coup, on retiendrait, est-ce qu'au lieu de dire philosophie africaine, il faudrait peut-être dire philosophie en Afrique? Oui, la philosophie en Afrique. Il y a la philosophie africaine. Ce sont deux concepts qui, logiquement, lorsqu'ils sont mis ensemble, ils vont trahir la philosophie telle que pensée dans son étymologie et l'usage même qu'on doit en faire. Chers téléspectateurs, nous approchons la fin de notre exposé sur la question de la philosophie en Afrique. Finissons par là. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que chaque fois que vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. Professeur Mouchili, que dites-vous à ceux qui vous écoutent? Ce que je dirais, c'est que des Africains philosophes
Et non pas parce qu'ils promeuvent la culture africaine, mais parce qu'ils sont capables de pensées rationnelles auxquelles peuvent s'inviter d'autres peuples. Nous nous posons tous les mêmes problèmes à partir des mêmes catégories, à partir des mêmes schèmes logiques, et le principe de l'organisation et de la structuration même fonctionnelle du cerveau est le même pour tout le monde. Merci, professeur C'est Mouchini. moi qui vous remercie.